Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet autre podcast du Dr. Kin. Ce soir, c'était une demande spéciale. On voulait que j'aborde le sujet du cannabis, CBD, toutes ces choses-là en lien avec l'exercice, l'activité physique, la récupération. On va parler de ça. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent progressivement à nous. N'hésitez pas à utiliser la section de chat, donc le clavardage, si vous avez des commentaires, questions, si le son n'est pas correct, si l'image fige, que je le sache. N'hésitez pas là, à jaser et intervenir. Alors, d'emblée, je vais commencer en disant que je suis pas pharmacien, je suis pas spécialiste là, des différentes drogues, je suis pas un spécialiste des substances psychoactives. Je suis quelqu'un qui va lire la littérature scientifique. Je suis non plus, je suis pas un consommateur de cannabis. J'ai pas particulièrement d'opinion sur la légalisation ou non du cannabis. Donc c'est pas quelque chose que je suis extrêmement familier avec. C'est quelque chose par contre qui mérite d'être abordé. Principalement parce qu'il y a un lien entre ça et, je veux dire, probablement certaines conceptions ou certaines anecdotes en lien avec l'exercice, l'entraînement, la consommation de cannabis, surtout dans les dernières années, en gros, surtout depuis la légalisation du produit au Canada, dans d'autres endroits, dans certaines provinces, à certains États plutôt au niveau des États-Unis. Alors, c'est rendu que l'usage est officiellement déclaré dans certains cas et c'est plus, dans le fond, c'est plus accepté si on veut, c'est plus toléré, bien qu'au niveau de nombreuses fédérations sportives, et entre autres, probablement la fédération sportive peut-être qui chapeaute tout, donc le comité olympique international, eux vont considérer que le cannabis comme tel est une substance prohibée. Alors qu'on peut le considérer comme étant dopé. Alors la WADA, le comité olympique également, va décréter que potentiellement le cannabis est une substance qui favorise les performances. Donc il y a une amélioration des performances associée à ça, un point tel qu'on considère que ça procure un avantage déloyal au niveau de l'athlète par rapport à ses confrères et consoeurs. Alors, qu'en est-il réellement? Vous donner une idée, là, on commence à avoir des études, entre autres au Canada, aux États-Unis, au niveau de l'utilisation du cannabis à l'intérieur de différentes populations athlétiques. Là. Il y a eu une belle étude qui avait été faite qui recensait l'utilisation du cannabis parmi les joueurs de niveau collégial aux États-Unis. Et à peu près 20 à 25% des joueurs de niveau collégial, tout sport confondu, avaient consommé du cannabis lors des derniers 12 mois. Donc c'était définitivement une substance qui était assez répandue. Elle venait tout juste derrière l'alcool comme substance consommée régulièrement. Donc ça avait quand même son importance. J'ai pas trouvé de données au Canada. D'habitude, on suit quand même pas mal les Américains là-dessus. Et on peut supposer qu'il y a quand même pas mal de consommateurs, probablement pas nécessairement affichés au niveau du sport de haut niveau, étant donné qu'on considère que c'est prohibé puis on peut tester et avoir des sanctions, mais au niveau récréatif, où les gens ne sont pas membres de fédération, puis que si on veut, l'activité est moins légiférée, moins réglementée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation possible de la consommation de cannabis. Et il y a définitivement une augmentation de la consommation de CBD, donc qui est un dérivé du cannabis, plus particulièrement sous forme d'huile. Donc, ça a été très, très popularisé dans les dernières années au niveau des sports de combat, entre autres. C'était comme le supplément révolutionnaire là, au niveau de la récupération, puis tout ça. Alors, si on regarde ça dans l'ensemble, premier constat que j'ai fait quand j'ai épluché là, les dernières revues là, de littérature là-dessus, là, qui dataient
La plupart des articles que j'ai trouvés, c'était en 2015-2020. Donc, là, je me suis basé sur tous les articles de 2020. Et dans un premier temps, ce qu'on recense, ce qu'on relève, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui relèvent de l'anecdote. Donc, c'est beaucoup des croyances populaires, c'est presque des préjugés. Le plus bel exemple de ça, c'est on rapporte assez fréquemment que la consommation régulière de cannabis va mener à un état léthargique, puis va entraîner une perte de motivation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les gens sont affectés par ça? Est-ce que c'est des gens qui sont plus de cette nature-là qui consomment du cannabis, etc. Mais bref, on associe bien souvent la consommation de cannabis à un état léthargique. Et on pourrait conclure ou aller un petit peu plus loin et supposer que les gens, comme ils sont léthargiques, ils vont faire moins d'activité physique. Donc, ils vont avoir tendance à être moins actifs à cause de leur consommation de cannabis. Donc, ils vont s'écraser sur le sofa, léthargiques, ils ne feront rien. On peut même supposer qu'ils vont augmenter leur rapport nutritionnel, qu'ils vont manger plus, les fameux munchies après avoir consommé du cannabis. Donc, ces gens-là auraient tendance à prendre du poids. Puis quand on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait ça. Même il y a certaines études qui ont tendance à dire que les consommateurs de cannabis vont avoir tendance à être possiblement un peu plus actifs que le Nord-Américain moyen. Alors, c'est toutes des choses qui font, ce qu'on pensait qui était l'évidence même, en réalité, c'est peut-être pas si clair que ça. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui tirent de l'anecdote. La semaine passée, je parlais un peu de la science puis du monde du fitness, là, comment des fois on interprète mal les choses ou on travaille mal avec la science. Mais dans le cas du cannabis, il n'y a pas énormément d'études solides, rigoureuses, qui ont cherché à quantifier tout ça, qui ont cherché à vraiment mesurer l'impact réel sur les performances. Donc, il n'y en a pas beaucoup. La première raison, je vous dirais, pourquoi il n'y en a pas beaucoup, c'est fort probablement parce que c'était illégal et c'est encore illégal un peu partout. Donc, c'est un peu plus difficile de faire des études avec des produits qui ne sont pas légaux. Alors, là, il y a de plus en plus d'études là, qui vont travailler là-dessus, qui vont pouvoir observer ça. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un meilleur portrait bientôt. Mais là, on trouve de tout et son contraire. Donc, on a vraiment une quantité énorme de données qui s'avèrent être très souvent contradictoires. Pourquoi c'est comme ça? Il y a beaucoup d'études qui travaillent avec des dosages différents. Il y a des études qui observent les effets chez l'animal, d'autres chez l'humain. Il y a des études qui ne font pas de mesures directes, mais qui vont travailler avec des questionnaires pour avoir une idée de la consommation. Et après, bon. Donc, bref, on mélange beaucoup de choses et ça fait en sorte que on va se ramasser à avoir parfois des éléments qui nous disent que le cannabis a des effets bénéfiques et d'autres études qui vont dire le contraire. Donc, en regardant ça, dans un premier temps, on va faire la distinction cannabis puis CBD. Donc, le cannabis, ça provient d'une plante qui contient à peu près 500 quelques composés actifs, dont le cannabidiol, le CBD. Le CBD, c'est probablement, à ma connaissance, le composé qui est le plus abondant là, dans le cannabis. On trouve aussi du THC. Le THC, c'est ce qui va donner l'effet high, le buzz un petit peu. Le cannabidiol, le CBD, n'a pas d'effet comme tel euphorique ou etc. C'est vraiment plus un effet métabolique qu'on peut observer. On ne ressent pas nécessairement l'effet du CBD alors qu'on va ressentir l'effet du THC qui peut être dans le cannabis. Le cannabidiol, donc le CBD, lui, il est pas sur la liste des produits dopants de la WADA ou du comité olympique. Donc, c'est pas une substance qui est prohibée comme telle, c'est une substance qui peut être vendue aussi. Donc, c'est tout à fait légal. Malheureusement, encore beaucoup de ce que j'ai sondé un petit peu le terrain rapidement, il y en a encore beaucoup qui achètent soit le cannabis, soit le CBD sur le marché noir. Donc le contrôle de qualité aussi peut être parfois laborieux. Alors ça, c'est un élément là, à considérer aussi là-dedans. Donc, si on commence avec le cannabis, les effets présumés du cannabis sur
dans le fond, les performances physiques. Bon, il y a plusieurs études qui ont regardé l'effet sur des paramètres physiologiques très spécifiques. Donc, on va regarder, suite à la consommation de cannabis, est-ce que ça a un impact sur la VO2 max? Est-ce que ça a un impact sur la force musculaire? Est-ce que ça a un impact sur l'endurance aérobie? Donc, on va regarder des éléments très spécifiques de la condition physique et on va essayer de voir s'il y a une différence, s'il y a une amélioration. De la façon dont on mesure les choses, souvent c'est difficile de voir des petits écarts, donc ça prend des écarts assez importants. Donc il y a une certaine variabilité. Un test de VO2 max, il y a une variabilité comme telle. Donc si on fait un test avec quelqu'un qui a consommé du cannabis, et après ça on refait faire un test sans consommation de cannabis, ça se peut qu'on ait des valeurs différentes sans nécessairement que ça soit causé par la consommation de cannabis. Donc ça devient difficile à vraiment chercher à trouver les détails parce que bien souvent, ils vont être très subtils. Alors, sur la VO2 max, il y a certaines études qui ont remarqué une légère amélioration de la capacité aérobie, très légère. Je vous dirais pas quelque chose qui serait majeur au niveau du changement des performances. Là. On verrait probablement pas une amélioration notable, mais elle pourrait être statistiquement significative. Il y a plusieurs autres études qui n'ont pas observé de changement, donc pas d'amélioration de la capacité aérobie. Donc, à ce moment-là, quand on a des écarts comme ça, quand il y a des études qui trouvent un petit changement, d'autres pas, les probabilités sont que l'effet est faible à négligeable. Donc, quelqu'un qui va consommer du cannabis dans le but d'améliorer sa capacité aérobie à court terme, par exemple, je vais aller fumer avant d'aller faire une course, c'est peu probable que ça ait un effet bénéfique sur sa consommation d'oxygène. Ensuite de ça, les autres éléments qu'on a regardés, il y a différents tests qui mesuraient la capacité de travail, d'autres tests qui mesuraient la force, puis on n'a pas remarqué de différence significative là, sur ces paramètres-là. Donc, ça ne semblait pas avoir un effet négatif sur la performance, entre autres la performance en force. Il y avait des chercheurs qui supposaient que ça allait avoir un impact néfaste sur la force musculaire à cause de l'effet sur le système nerveux. Donc, on pensait que le recrutement neuromusculaire allait être moins efficace, allait être un peu plus sporadique ou moins coordonné, ce qui entraînerait une diminution de la capacité de surcharge du muscle. Et ça ne semble pas être le cas. Un élément qui reste en suspens, donc un élément qui pourrait jouer, mais qui semble être très variable au niveau d'une personne à l'autre, c'est l'impact sur certains paramètres psychologiques, entre autres la résilience. Donc, il semblerait que certaines personnes, suite à la consommation de cannabis, il y a un certain effet analgésique sur la douleur, donc ça leur permet de tolérer un peu plus la douleur parce qu'ils la ressentent moins. Et donc, ils peuvent améliorer leur performance légèrement là-dessus, pas avec une meilleure performance physique, mais en se poussant un peu plus loin psychologiquement. Et il y en a d'autres, par contre, que ça a été le contraire. Donc, le fait d'avoir consommé du cannabis, il était beaucoup moins motivé. Donc, l'état d'excitation par rapport à la performance était beaucoup plus bas. Donc, on avait une moins grande motivation, une moins grande détermination et la personne se poussait moins loin. Donc, c'est pas tellement un effet sur physique, donc un effet que ma capacité aérobie est altérée, mais c'est plus que je vais avoir moins le goût de me pousser et donc je ne serai pas capable de monter à une intensité aussi élevée. Donc, il y avait ces éléments-là à considérer. L'effet qui est assez clairement démontré, c'est au niveau de la coordination motrice, de la perception-analyse. Donc, à certains dosages, le cannabis va réduire le temps de réaction, va réduire la capacité de perception-analyse. Donc, c'est particulièrement important, ça, dans tout ce qui est sport collectif, où est-ce qu'on a à analyser une situation tactique puis à agir. Donc, ça pourrait s'avérer plus problématique. Des éléments qui sont par contre très intéressants, qui sont strictement au niveau psychologique, c'est plus l'effet sur la mémoire associée à la peur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un athlète qui va vivre une situation traumatisante par rapport à son sport, sa discipline, eh bien, le fait de consommer du cannabis pourrait réduire la capacité à retenir ces informations-là associées à la peur et ça pourrait limiter l'impact sur les capacités de performance de la personne. Je pense par exemple à un athlète qui fait du plongeon puis qui se cogne sur le tremplin.
Bien, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine crainte par rapport à ça. Bien, la consommation de cannabis pourrait possiblement réduire cette appréhension-là face à la performance et pourrait aider l'athlète à cheminer un petit peu plus au niveau psychologique puis à reprendre le dessus. Dans le cas des gens qui s'entraînent pas pour une discipline particulière ou qui n'ont pas d'épreuve, ils s'entraînent juste pour le plaisir, bien, cette dimension-là de la consommation de cannabis ne serait pas tout à fait pertinente comme telle. Donc, pour le cannabis, c'est pas mal ça. Donc, en termes d'effets aigus sur les performances, ça ne joue pas beaucoup. Alors, je vois qu'il y a plusieurs gens qui se connectent, qui se déconnectent. Donc, juste me le dire, m'écrire si la connexion va bien, puis si tout est sous contrôle. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou sur le chat. Pour l'instant, c'est silencieux. Question que je ne parle pas tout seul toute la soirée. Alors, donc c'est ça. Alors, au niveau du cannabis, à court terme, là, sur les performances, c'est pas quelque chose qui va être un déterminant majeur. C'est pas quelque chose qui va améliorer de façon significative les performances. Donc, c'est clair que la consommation du cannabis uniquement dans le but d'améliorer ses performances, ça va être vraiment très modeste là, comme effet s'il y en a un. L'autre élément par contre, qu'il faut considérer, c'est la récupération. Donc, la récupération, ça va jouer un rôle très important dans la planification de l'entraînement, dans la capacité à soutenir la surcharge. Et c'est là qu'on peut observer certains effets du cannabis et plus particulièrement du CBD sur la récupération. Donc, il y a certains paramètres de la récupération qui vont être, je vous dirais, influencés positivement. Entre autres, la réponse inflammatoire. Donc, on va observer que la consommation de CBD ou encore la consommation de cannabis va avoir tendance à réduire de façon significativement pertinente la durée puis l'ampleur de l'inflammation post-effort. Donc, ça pourrait, et c'est là qu'on suppose, ça pourrait améliorer possiblement les temps de récupération ou, un effet moins intéressant, ça pourrait réduire le potentiel de récupération. Et là, c'est un peu plus complexe parce qu'on s'en va. Dans le fond, la récupération, le processus inflammatoire est essentiel aux différentes composantes de la récupération. S'il n'y a pas d'inflammation qui se passe, ça va être très difficile d'avoir ce qu'on appelle un remodelage de l'ensemble des processus métaboliques, le muscle, les différents cycles enzymatiques. Donc, ça va être difficile d'avoir un remodelage sans passer par un processus d'inflammation. Alors, quand on réduit ce processus d'inflammation-là, ça se peut que ça accélère la récupération. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais ça se peut aussi que ça réduise l'ampleur des adaptations. Et c'est ça qui est en suspens pour l'instant avec les effets du cannabis et du CBD. C'est que ça semble avoir un effet sur la phase inflammatoire post-effort, sauf qu'on ne sait pas si ça permet d'améliorer les adaptations, la récupération, ou encore si ça réduit notre fenêtre de récupération et ça va réduire, dans le fond, la mise en place ou retarder ou inhiber un peu la mise en place de certaines adaptations. Il y a eu quelques suppositions, entre autres, en lien avec l'hypertrophie musculaire, où est-ce qu'on remettait en question l'effet du cannabis comme un élément positif sur la récupération parce qu'on supposait que ça réduisait la synthèse des protéines au final. Donc, on avait une moins grande capacité à construire le muscle, même s'il y avait une diminution, par exemple, de l'ampleur des courbatures et des douleurs musculaires. Donc, la personne se sentait moins courbaturée, se sentait moins fatiguée, mais il y avait une diminution de la synthèse des protéines qui pouvait être associée à ça. Alors, c'était problématique. C'était difficile d'associer spécifiquement cette diminution-là de la synthèse des protéines à l'effet du cannabis et de ses composantes, mais c'est quelque chose qui est à considérer. Donc, le fait que ça améliore certains paramètres de la récupération, entre autres ce qui est en lien avec l'inflammation, bien, c'est pas une garantie que ça va assurer des adaptations qui vont mener à une progression. Donc, ça pourrait faire en sorte qu'on a moins de fatigue, mais ça pourrait faire en sorte qu'on s'adapte moins aussi. Donc, c'est des choses qui vont être à surveiller là, dans probablement les dizaines et les dizaines d'études qui vont sortir dans les prochains mois, années sur cannabis et CBD.
Donc ça, c'est un aspect intéressant. Les autres aspects qui vont être intéressants en lien avec le cannabis et le CBD, c'est l'impact sur la rigidité musculaire. Euh, L'impact sur la douleur, donc la perception de la douleur, les spasmes musculaires, etc. Donc, il est clair que le cannabis, et plus particulièrement le CBD, moi j'aurais tendance à prioriser un peu plus le CBD parce que, bon, il y a moins l'effet du high, donc c'est vraiment purement là, un impact sur la récupération. Donc, l'utilisation de CBD post-entraînement pourrait avoir un effet intéressant, surtout pour les gens qui ont besoin de maintenir une certaine aisance de mouvement, une certaine fluidité. Je pense à des athlètes qui vont avoir des entraînements en musculation, puis ensuite ont des entraînements techniques ou tactiques. Ça peut être quelque chose d'important de ne pas avoir une hyper-rigidité causée par l'effort qu'on a fait au préalable en musculation. Donc, moi, j'ai en tête là, des athlètes en tir à l'arc ils faisaient leur séance d'entraînement le matin, il y avait des séances de tir à l'arc très techniques vers l'heure du midi. Puis, si la musculation avait été moindrement éprouvante, fatigante, on se ramassait à avoir de la difficulté pour l'apprentissage technique. Donc, possiblement que la diminution de la rigidité issue de l'entraînement de musculation, advenant qu'on n'est pas capable de modifier l'horaire, pourrait être un effet là, intéressant au niveau de la récupération. Il y a aussi, il semble qu'à certains dosages, plus spécifiquement le CBD, va avoir un effet sur la réduction des blessures d'usure. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour les sports et les activités répétitives. Donc ça pourrait favoriser une meilleure tolérance à une grande quantité de contractions musculaires. Donc je pense cyclisme, vélo, cyclisme, course à pied, natation, là, donc tout ce qui est longue distance, c'est des éléments qui peuvent être intéressants. Ça pourrait être également intéressant dans le cas d'entraînement en musculation pour prévenir les blessures d'usure qu'on va voir chez les culturistes très souvent au niveau des coudes, des épaules. Toutefois, il faut voir encore une fois avec l'effet possible au niveau de la synthèse des protéines. Ça pourrait être contre-productif. Merci Félix. J'espère que ça va bien. Puis merci pour le commentaire. Je te renvoie l'appareil. Donc, fait que c'est ça. Donc, le CBD comme tel, au niveau de la réduction des blessures d'usure, ça peut s'avérer intéressant. Et aussi, ce qu'on remarque dans la littérature, c'est que beaucoup d'effets sur la récupération sont observés chez les gens qui ont été blessés. Alors, donc, c'est pas de la petite fatigue d'entraînement. C'est des gens qui vont avoir des lésions, des blessures d'usure, puis là, on remarque qu'il semble y avoir un effet. Donc, il pourrait y avoir une forme de gradation dans l'utilité. Donc, plus le dommage musculaire ou articulaire est important, plus la fatigue est importante, possiblement que ça pourrait aider un peu plus. Puis si c'est seulement récupérer d'un entraînement en musculation, récupérer d'un entraînement cardio qu'on a trouvé difficile, ça pourrait être pas mal moins efficace et même dans certains cas, ça pourrait peut-être s'avérer contre-productif. Donc c'est délicat l'utilisation de ces substances-là. Chose certaine, là, je regardais une couple de pubs là, en fouillant là, sur Internet. C'est clair que c'est pas aussi bénéfique que la mise en marché de ces produits-là. J'ai vu des affaires là, aux limites de la légalité là, parce qu'entre autres, il y a quelques études qui ont utilisé cannabis ou de ses dérivés en lien avec le cancer, plus particulièrement pour la réduction de la douleur associée à certains types de cancers et pas dans le traitement comme tel du cancer. Et il y avait un site là, que je nommerai pas qui, entre autres, fait la promotion de l'huile de CBD comme traitement alternatif pour différents cancers. On est loin d'être rendu là. C'est pas aussi puissant que ça. C'est clair que c'est pas aussi efficace que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut le modérer un tout petit peu. Dans les effets aussi qui peuvent être intéressants au niveau du CBD, c'est une des raisons, entre autres, je soupçonne pourquoi c'était très utilisé au niveau des sports de combat, c'est qu'il semble y avoir un certain effet neuroprotecteur.
Donc, ça pourrait avoir un impact sur le développement de maladies du système nerveux, des maladies dégénératives qu'on va observer chez les boxeurs, chez les combattants d'arts martiaux mixtes ou encore les joueurs de football. Donc, les gens qui ont tendance à avoir des commotions cérébrales à répétition, on observe qu'il y a certains troubles associés entre autres à la démence qui vont être un peu plus fréquents. Alors, possiblement que cannabis CBD pourrait avoir un effet pour réduire ou ralentir la progression de ces complications-là. Alors, dans le cas de sport de combat, bien, possiblement que ça pourrait être un produit là, intéressant à aller utiliser ou à incorporer là, dans son protocole de récupération. Alors, si on résume là, rapidement le topo, là, consommation cannabis, consommation CBD, il faut faire une distinction entre les deux. Là. Le cannabis, pour la plupart des fédérations sportives, c'est une substance qu'on considère comme un produit dopant. Donc, il y a des sanctions pour les athlètes qui sont fédérés s'ils se font prendre à consommer ça. Donc, il y a une quantité maximale qu'on peut avoir dans le sang. Le CBD, lui, c'est totalement légal, tant dans la société civile qu'au niveau des différentes fédérations sportives. Donc, les athlètes auraient tendance à utiliser un peu plus le CBD. J'encourage fortement l'utilisation du CBD de sources officielles. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs produits de CBD sur le marché noir qu'on a trouvé qu'il y avait des doses assez importantes de THC dedans, des doses suffisamment importantes pour faire en sorte que quelqu'un pourrait tester dopé à un test officiel de dépistage. Alors, il faut faire attention. Moi, au Canada, Québec, là, j'utiliserais uniquement les produits qui sont certifiés, là, approuvés par Santé Canada. Ça nous permet de garantir les différentes concentrations puis d'éviter justement d'avoir des produits contaminés, avoir du CBD contaminé au THC. Donc ça, c'est quelque chose qui est je dirais, qui est primordial. Pour un athlète, c'est clair que je n'irai jamais acheter du CBD sur Internet ou sur le marché noir. Là. C'est sûr, là, parce qu'il y a un risque trop important de contamination au THC. Et faire attention aussi, il y a même des huiles CBD qui vont contenir des huiles officielles de CBD qui vont contenir aussi du THC. Donc, vraiment s'assurer sur l'étiquette qu'il n'y en a pas. Donc, vraiment s'assurer de la source et de la légitimité là, du produit. Puis ensuite, l'utilisation de ces substances-là pour l'amélioration aiguë des performances, ça n'aura pas un effet monstrueux. Là. Physiologiquement, je vous dirais que l'utilisation n'est pas justifiée pour l'amélioration des performances. Là, il y a peut-être quelques cas, là, des athlètes hyper anxieux ou des choses comme ça que ça pourrait peut-être aider à gérer là, la préparation psychologique, mais physiologiquement, les bénéfices, ça semble être trop anecdotique pour être utilisé là, de façon systématique. Au niveau de la récupération, là, par contre, ça peut s'intégrer dans un protocole de récupération globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent s'assurer que si on utilise des stratégies de suppléments nutritionnels pour favoriser la récupération, bien, il faut que ça s'ajoute ou ça s'imbrique dans une stratégie globale de récupération. Et c'est là que c'est problématique. Donc, on a tendance à ne pas planifier notre récupération, à ne pas prendre ça, pas nécessairement prendre ça au sérieux, mais c'est jamais aussi approfondi notre récupération que nos entraînements. Donc, les gens vont dire, je me suis cassé la tête pour mon programme d'entraînement, c'est hyper complexe, mes temps de repos, c'est à seconde près, ma surcharge, etc. Tout est calculé, c'est... Bon, bref, on a passé des heures sur le programme d'entraînement. Et la récupération, 24 à 48 heures. Alors, si c'est de la muscu, on va prendre un 48 heures. Si c'est du cardio, on va prendre 24 heures. On est loin d'être correct. Là. C'est vraiment botché. Là. C'est comme si je disais à quelqu'un en musculation, tu veux gagner de la force, va faire 2 x 8. Faire 2 x 8. N'importe quelle machine fait 2 x 8, tu vas gagner de la force. C'est comme so-so. C'est pas quelque chose qui est optimal. Alors, si on est rendu à supplémenter pour optimiser la récupération, donc que ce soit cannabis, CBD, etc., il faut s'assurer qu'on a vraiment un protocole de récupération qui est établi et qu'on mesure des paramètres de récupération. Donc ça va être un élément clé parce qu'on ne peut pas juste y aller au feeling.
Il faut vraiment essayer de compiler autre chose. Donc, faire le suivi, est-ce que les charges progressent? Est-ce que j'ai des séances de référence pour voir si je suis fatigué ou si je progresse? Une séance de référence, c'est important pour vraiment être en mesure de bien quantifier notre progression et notre récupération. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une séance type qui est composée des mêmes exercices et des mêmes charges et on va la refaire à certains intervalles. Ça peut être une fois par mois, une fois par 6 semaines, une fois par 8 semaines, mais on fait exactement la même séance avec les mêmes charges que la première fois qu'on l'a fait. Puis, on a différents paramètres. Par exemple, est-ce qu'on a été capable de compléter l'ensemble des séries? Est-ce qu'on a été capable de maintenir la même vitesse ou soutenir la même dépense énergétique pendant la durée? Et ensuite de ça, on va ajouter notre perception de l'effort. Comment on a trouvé cette séance-là? Si les choses vont bien, cette séance-là devrait être de plus en plus facile. On devrait la percevoir comme une perte de temps totalement inutile parce qu'elle est rendue trop facile. Ça, c'est un signe que ça va bien. Si cette séance-là est toujours aussi difficile ou elle s'en va de plus en plus difficile, c'est qu'on accumule de la fatigue et la récupération n'est pas au rendez-vous. Donc, si on se casse la tête à aller s'acheter du CBD, à en prendre, à essayer de respecter le dosage, ça peut valoir la peine de se casser la tête aussi pour faire une séance de référence pour voir si effectivement on récupère. Il y a d'autres éléments, j'ai déjà parlé précédemment de la variabilité cardiaque, donc de prendre les fréquences cardiaques couchées le matin à l'aide d'une petite application. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur les téléphones intelligents pour avoir un estimé de comment le système nerveux va répondre, comment le système nerveux va être stimulé ou inhibé. Et ça aussi, ça peut être un indicateur de récupération. Donc, de vraiment bien planifier sa stratégie de récupération. Je pense que à ça, si on ajoute la consommation de CBD, potentiellement, je pense qu'on peut optimiser quelque chose, puis on peut améliorer la progression et tendre vers de meilleures performances. Si par contre, la récupération est tout croche, puis on pense qu'on va réussir à compenser en prenant du CBD ou du cannabis, d'après moi, ça va avoir l'effet contraire. Donc, il n'y aura pas d'effet bénéfique, même si on risque de tomber dans un cycle surentraînement, sous-récupération. Ça risque de se mélanger aussi avec possiblement un effet léthargique associé à la consommation de cannabis. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui peuvent venir brouiller les cartes à ce moment-là et qui viendraient un peu scraper là, les beaux efforts ou les belles vertus qu'on pourrait prêter au CBD, cannabis, puis à la récupération. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne pourrais pas faire un podcast super long. Comme je disais initialement, moi, le cannabis, CBD, c'est pas vraiment là, mon champ d'expertise. J'ai commencé cette semaine à tester là, du CBD pour voir l'impact sur certaines douleurs, sur la récupération, sur ma VO2 max. Je me suis dit, je vais reproduire ça, voir ce que ça donne. Je vous dirais que d'un aspect perception, là, pour l'instant, ça change strictement rien, là, à part d'avoir un goût particulier. Je sens pas d'effet là, depuis 6 jours maintenant. C'est pas wow. Je me sens pas comme dans les différentes vidéos de publicité sur Internet qui font la promotion du CBD, qui disent que ça a changé leur vie, puis que maintenant, ils n'ont plus aucune douleur, puis que tout va bien, là. En tout cas, moi, je ne semble pas avoir répondu de cette façon-là à la consommation orale d'huile de CBD. Sinon, une autre petite chose que je voulais rajouter, la consommation, les voies les plus efficaces vont être l'inhalation ou l'injection. Donc, l'utilisation par voie orale, système digestif, c'est un peu plus long et ça semble être un petit peu moins efficace. Mais par contre, c'est probablement ce qui est le plus simple à faire et c'est ce qui a le moins de risque de complications. Donc, l'inhalation, ça peut engendrer certains problèmes pulmonaires. L'injection, c'est un petit peu plus compliqué à faire, surtout que c'est par intraveineuse, c'est pas musculaire, donc ça peut être délicat. Alors, la voie de prédilection, ça va être par voie orale ou encore des patchs. Ça semble être les deux voies qui sont les moins efficaces en termes d'utilisation et d'assimilation du produit, mais les plus faciles à utiliser puis les plus accessibles là, si on veut. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions, sinon
Moi, je pense que j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Je terminerai peut-être avec bon, certains éléments anecdotiques qui ont été rapportés, là, entre autres, certains éléments sur bon, des psychoses, des états dépressifs chez certains athlètes là, suite à la consommation de ces produits-là, sur les effets secondaires moins intéressants qu'on associe là, à la consommation de cannabis, puis à moins égard de CBD, mais quand même de CBD. Là. Chez l'animal, on a observé des troubles au niveau du système reproducteur, donc plus particulièrement au niveau des spermatozoïdes. On a retrouvé dans les effets secondaires les plus fréquents des troubles au niveau de neurotoxicité, inhibition du système nerveux central, des troubles hépatiques, de l'hypotension. Donc, c'est des éléments qu'on retrouvait beaucoup chez l'animal à des doses très, très importantes. Chez l'humain, ce qui semble être les effets secondaires indésirables les plus fréquents, c'est un effet de sédation, somnolence, fatigue, léthargie ou encore certains malaises, là, plus particulièrement au niveau du système gastro-intestinal. C'est ce qu'on semblait retrouver le plus. Donc, il ne semble pas a priori avoir, lorsque les doses sont à l'intérieur de certains paramètres humains, donc